Bonjour et bienvenue dans Insubmersible. Aujourd'hui, nous abordons un sujet encore trop tabou qui touche pourtant entre 10 et 20% des femmes post-accouchement, la dépression postpartum. Avec courage et authenticité, Lila partage son parcours, des moments sombres aux lueurs d'espoir, en passant par les outils qui l'ont aidée à se reconstruire. Un témoignage puissant et fort en émotion, qui je l'espère contribuera à libérer la parole sur ce sujet. Bonne écoute! Salut Lila, je suis ravie de t'avoir au micro d'Insubmersible aujourd'hui pour échanger sur la maternité. Comment est-ce que tu vas? Salut Alicia d'abord. Je vais bien. Ça a été un long parcours. Ça n'a pas été tout à fait évident. La maternité, ça a été un chamboulement pour ma part. Je dirais pas que je m'en suis sortie tout à fait encore. Je suis encore suivie, tout ça, mais je vais mieux. Donc on va échanger ensemble aujourd'hui en particulier sur ce qu'on appelle la dépression postpartum. Un grand merci d'avance pour ce que tu vas nous partager parce que c'est des messages qu'on n'entend pas assez souvent, on parle pas assez souvent voilà, de ces sujets-là qui pourtant touchent un grand nombre de femmes. Donc merci de venir au micro pour parler de ça et ça demande énormément de courage. Merci à toi de me donner l'occasion aussi de pouvoir m'exprimer, de pouvoir faire un cheminement sur mon parcours, tout ça. Donc, merci à toi aussi, Alicia, de faire ce podcast. Pour ceux qui ne te connaissent pas encore, Lila, est-ce que tu pourrais te présenter de la façon dont tu le souhaites et présenter ta petite tribu, s'il te plaît? Alors, je suis Lila, je suis mariée avec mon mari depuis 3 ans, mais on se connaît depuis plus d'une dizaine d'années. On a un petit garçon, Thomas, qui a presque 2 ans maintenant, et j'habite en région parisienne. Voilà. Super, Ah oui, et j'ai 34 ans. super, merci Lila. Est-ce que tu as toujours voulu être maman? Oh! J'ai toujours su que je voulais avoir des enfants, mais je voulais avoir des enfants avec quelqu'un. Dans le sens, pour moi, c'était pas concevable, d'avoir un enfant seul, par exemple. C'était toujours, pour moi, un projet à 2, et tant que j'avais pas rencontré la bonne personne pour le faire, je m'étais jamais dit, «Je serai mère absolument», quoi. Donc c'est vrai qu'avec Nils, mon mari, on a cheminé ensemble, et quand le moment est venu de faire un enfant, on était tous les 2 partants pour le faire. Mais c'est vrai que je m'attendais pas à ce que ça soit aussi changeant, quoi. Qu'est-ce que tu veux dire par là? De devenir mère, enfin pour moi en tout cas, il y a eu un avant et un après, dans le sens où, il y avait la Lila, jeune femme active aussi. Et puis à la naissance de Thomas, je suis devenue mère, et j'ai mis du temps à trouver ma place en tant que mère aussi. Je pense que surtout au début, les 1ers mois. Alors avec la maladie, ça aidait pas. De se trouver du temps pour soi, de se trouver, des moments, où on pense à rien, juste, à soi. C'est vrai que les 1ers mois, c'était très difficile. Je me souviens une fois, je m'étais pas lavé les cheveux peut-être pendant 2 semaines, et juste de me laver les cheveux, c'était, un moment de pur plaisir, quoi. Trouver du temps, surtout dans les 1ers mois, c'était, pas évident. C'est quelque chose auquel tu t'attendais pas du tout? Dans ton entourage, il y avait personne qui t'avait évoqué cette partie-là, difficile au début, de retrouver un équilibre, de trouver du temps pour soi? C'est quelque chose que tu as vraiment découvert, du coup? Je pense que je le s enfin, on m'avait dit: «Dors», surtout, parce que le sommeil, c'est ce qui te manquera beaucoup. Sur le sommeil, j'étais rodée, mais sur la partie autant, de changement, surtout, j'ai eu une grosse, perte d'identité, dans le sens où, je savais plus où était, trop, ma place, dans la société aussi. Parce que, j'étais en congé mat, donc je travaillais plus. Mon travail, c'était quelque chose d'assez important pour moi, tout ça, c'était quelque chose dans lequel, je m'épanouissais, tout ça. Donc c'est vrai, de plus l'avoir et de rester avec, Thomas, à changer des couches, à donner des biberons, ça m'a vraiment perturbée les 1ers mois. Je pense qu'on me l'avait dit, mais je l'avais pas entendu. En tout cas, je le ressentais pas, comme ça. Ouais, je comprends complètement parce qu'en fait, c'est très difficile aussi d'arriver à se projeter dans des choses comme ça quand on les a pas vraiment vécues.
C'est vraiment exactement. quand on est dedans que ce qu'on a pu nous dire, les conseils ou les partages d'expériences, en fait, parfois prennent vraiment leur sens. Et du coup, c'est vraiment ce qu'on essaye de faire là aussi avec un submersible, c'est de faire de ce partage d'expériences-là. Mais à un moment donné, si la personne, elle l'utilise pas là parce qu'elle le vit pas, peut-être qu'elle utilisera en fait les conseils que tu vas partager un peu plus tard si ça lui arrive. Mais c'est vrai que c'est très difficile d'anticiper ça aussi. Oui, moi j'ai pas tout de suite, enfin, je savais que j'allais pas bien. Ça, je le disais. Je me souviens, je le disais très clairement à Nils, à ma mère. Je disais: «Ça va pas», mais c'était très dur d'identifier, la maladie. On te demande: «Bah, est-ce que tu dors?» «Bah non, en fait, je dors pas parce que j'ai un bébé de 1 mois et demi qui se réveille toutes les 3 heures, donc en fait, toutes les 3 heures, je suis réveillée et donc non, je dors pas. Est-ce que tu perds du poids? Oui, je perds du poids, mais je perds mon poids de grossesse, donc c'est pas non plus, déconnant de perdre du poids à ce moment-là. Est-ce que tu es irritée? Oui, je suis irritée, je dors pas. Donc en fait, le diagnostic, a mis 3 mois, ce qui, dans la réalité des choses, est pas si long parce que j'ai rencontré des mères qui, eux, ont eu le diagnostic au bout d'1 an, par exemple, mais c'était long. À le vivre, c'était long. Et ce qui était très dur aussi, c'est de trouver un psychiatre. Parce que j'ai trouvé une psychologue, assez rapidement à ma sortie de maternité, qui me suivait. On se voyait 2 fois par semaine, donc quand même, relativement beaucoup quand même. Mais on était arrivé à un moment où, en fait, je dormais plus, que ça a vrillé dans le sens où, quand tu dors plus, tu t'es plus maître de toi-même, quoi. On le sait, mais le sommeil, c'est numéro un. C'est vital. C'est vital. On me l'avait dit, je m'en rendais pas compte à quel point ne pas dormir pouvait jouer sur la santé mentale, quoi. Tu as commencé à identifier en fait que tu te sentais pas bien dès le début ou c'est arrivé un petit peu, après? À partir de quel moment en fait, Bah, alors, ce que j'ai pas dit, c'est que Thomas est né prématurément. J'ai perdu les os, donc on est allé à l'hôpital, tout ça, et j'ai eu une très grosse peur, c'est de le perdre. Parce que quand j'ai perdu les os, enfin, c'était rosé. C'était pas blanc comme il nous avait dit, donc je me suis dit qu'il y avait du sang, donc j'ai paniqué. Sur le moment, c'était très dur qu'il soit né, prématurément parce que moi, j'étais pas du tout prête. Psychologiquement, je me disais: «Il me reste 6 semaines», et ça aussi, je pense que ça a beaucoup joué qu'il soit né, prématurément parce que, mon corps non plus n'était pas prêt. Techniquement, par exemple, mes hanches, elles étaient pas tout à fait dilatées, tout ça, enfin, et du coup, c'est vrai qu'il est arrivé un peu comme ça, d'un coup, et moi, je me disais: «J'ai encore 6 semaines», et c'est vrai que ça, à l'hôpital aussi, ça a beaucoup impacté notre séjour à l'hôpital parce qu'on était en néonat et pas en suite de couches, classique, et c'est vrai que ça s'est mal passé à la maternité, et au début, moi, je me disais que c'était la maternité qui se passait pas bien et c'est pour ça que j'étais pas bien. Mais après, je suis rentrée à la maison et en fait, on était suivis, on a fait ce qu'ils appellent un HAD, hospitalisation à domicile, parce que du coup, Thomas allait bien, mais il était encore petit, quoi. Il faisait moins de 3 kilos, donc ils voulaient le suivre jusqu'à ce qu'il fasse 3 kilos, 3,5 kg. En gros, ils l'ont suivi jusqu'à peu près sa date d'accouchement présumée, quoi. Et en fait, je me suis sentie très jugée par l'hôpital, par, cette hospitalisation à domicile. Je me sentais très jugée dans mon rôle de mère et donc ça a pas aidé à mon état de santé. J'étais pas bien dès le début, on va dire. J'essaie de me remémorer parce que c'était il y a presque 2 ans maintenant. Je me souviens qu'à la maternité, je pleurais pas mal, donc c'est arrivé assez vite. Et c'est pour ça aussi, que j'ai vu une psychologue parce que, du coup, Nils, il a vu que ça allait pas et il est venu avec moi, chez ma sage-femme qui lui a donné, le numéro de cette psychologue pour nous aider, en fait. Moi, je trouvais qu'elle m'aidait bien, mais mon entourage trouvait qu'elle m'aidait pas. Donc je sais pas trop. C'est vrai que je l'ai vue que pendant cette période-là. Après tous les événements qui s'est passés, j'ai pas, repris, contact avec elle. Mais c'est vrai que ce que je peux dire, c'est que vraiment parler, c'est essentiel dans des moments comme ça, de s'entourer, de pas rester seul, de pas rester avec sa souffrance et sa peine. Il faut oser parler. Je sais que c'est
pas forcément évident. Il y a des associations comme Maman Blues. C'est une grosse association qui, moi, m'a aidée, où j'ai pu rencontrer une référente, tout ça, où j'ai pu en parler avec elle. Donc je lui raconte mon parcours, tout ça. Et elle me dit, mais c'est génial, vous êtes hyper lucide sur ce qui vous arrive. Et il y a beaucoup de femmes qui ne le sont pas. Pendant 1 mois ou 1 mois et demi, je me disais que j'allais m'en sortir en allant juste voir une psychologue et en parlant avec des gens. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai organisé en même temps le baptême de Thomas, un baptême civil. Et en fait, pendant les nuits où je dormais pas parce que je faisais des insomnies, des choses comme ça, je préparais le baptême. Il fallait que je trouve un peu un projet, donc je préparais le baptême et en fait jusqu'au baptême, donc le 18 février, je tenais un peu par la force des choses, tout ça et en fait, après le baptême, j'ai complètement implosé, en fait, j'avais trop donné, quoi Mmh. et donc je dormais plus. Il y a un moment, Nils, il a pris la décision de m'emmener aux urgences parce que je dormais plus et qu'on se disputait beaucoup. J'étais sur les nerfs parce que je dormais pas, quoi. Aux urgences. Ils ont pris la décision de m'hospitaliser. Mmh. Parce que c'est eux, du coup, qui ont posé, le diagnostic de dépression postpartum? Ou finalement ce diagnostic-là, il avait été posé, avant? Non, c'est eux. C'est eux. OK. Pas tout de suite, mais ils ont vu quelqu'un en crise, quoi. Donc ça a été très dur de se faire hospitaliser, parce que du coup, j'avais pas donné mon consentement et donc pendant 1 semaine ou 10 jours, je me suis retrouvée, au centre hospitalier, du 94, là où j'habite et en fait, ce qui est un peu mal fait, c'est que, dans ce genre de centre, il y a de tout. Toutes les pathologies, donc c'était pas, spécifique pour la dépression postpartum, il y avait de tout donc pour donner un exemple, il y avait une fille qui avait tenté de se suicider, par exemple. Le personnel doit un peu gérer, tout et c'est assez strict. Faut respecter les horaires. Enfin, c'est un peu comme à l'école, j'exagère, mais où c'est très strict, où il y a des règles et il faut pas y déroger et si tu y déroges, tu te fais réprimander. Enfin, c'était pas évident, mais j'avais le droit de la visite, donc j'ai ma famille qui m'a beaucoup soutenue pendant cette période, qui sont venus me voir. Il y a Nils qui est venu me voir. J'ai des amis aussi qui sont venus. Ça m'a portée et en fait, je suis sortie pour, rejoindre le centre, mère, bébé de l'hôpital, Bicêtre, aussi un hôpital à côté de chez moi. C'est une unité mère-enfant où, on est 6, donc 6 mères avec 6 enfants et où là, enfin, ils traitent pas que la dépression postpartum, ils traitent tous les troubles, liés au postpartum. C'est une super unité, parce que l'hospitalisation où j'étais sans Thomas, ce qui a été, aussi, un peu dur de me retrouver, sans lui pendant tous ces jours-là. Mais là, du coup, donc j'étais avec lui et il y avait des puéricultrices, des infirmières, donc c'était un peu, une sorte de maternité dans le fonctionnement. Mais il y avait des psychiatres pour nous aider et ils nous donnaient du coup des médicaments, des choses comme ça. Je suis restée 2 mois hospitalisée. Du coup, là, c'est 2 mois non-stop avec des droits de sortie quand même ou pas du tout? Ouais, oui, oui, avec des droits de sortie quand même. Pas, les 2 premières semaines, mais le week-end, j'avais le droit à 48 heures et j'avais le droit de la visite moins que dans l'autre établissement. J'avais le droit à ma mère et à Nils et mon père aussi. Et là, tu avais, Thomas avec toi, tout le temps? Exactement. Ils dormaient pas avec moi, ils dormaient pas dans ma chambre. Ils avaient fait une nurserie, où tous les bébés dormaient ensemble. Ça, c'était une volonté, de l'établissement que les bébés dorment pas, avec les mamans. Ce passage, a été dur quand même, parce qu'on se rend compte qu'on est malade et c'est la santé mentale donc c'est très dur à voir, quoi. C'est pas comme une jambe cassée où là, c'est, bah, il faut travailler sur soi, il faut prendre beaucoup de temps, ça prend beaucoup de temps et donc ces 8 semaines, elles sont passées très lentement. Je me souviens, je trouvais le temps très long. Mais en même temps, fallait s'occuper de Thomas, donc en fait, les journées passaient relativement vite d'un côté et il y avait des activités, il y avait de la thérapie via, l'art et le travail manuel. Donc là, on faisait beaucoup de choses, d'art plastique, des choses comme ça, donc c'était sympa, j'aimais beaucoup.
ça me détendait bien et ça me lavait l'esprit. On est concentré sur, quelque chose à faire avec ses mains, donc c'était, assez sympa. Mais c'est vrai que je trouvais le temps long, je faisais beaucoup de balades, j'allais me promener beaucoup dans l'enceinte de l'hôpital, je faisais, du sport dans ma chambre un peu, enfin, en se remettant du postpartum quoi, donc je faisais des étirements, des choses comme ça quoi. Et du coup, dans cette unité-là, ils proposent, un peu des thérapies alternatives, finalement? Et qu'est-ce qu'ils proposent d'autre, en fait, pour t'accompagner au mieux et pouvoir rebondir? C'est très classique dans le sens où c'est un psychiatre qui vient te voir tous les jours et qui vient parler avec toi. Donc c'est, je crois de la psychoanalyse Mmh. classique. Mais c'est vrai qu'à part ça, il y avait pas une grande variété il y avait pas de sophrologie ou relaxation ou des choses comme ça où c'est vrai que moi j'aurais bien été, friande de ça. Mais de l'autre côté, il faut se dire que on est là avec nos bébés, donc faut qu'on s'occupe aussi de nos bébés, leur changer leur couche, leur donner le biberon, leur donner le repas, tout ça. Donc il y a ça aussi et donc je pense que, moi, c'était pas mon problème, j'avais pas de problème de connexion avec Thomas. Mais il y avait des mères où s'occuper de leur enfant, c'était compliqué. Donc en fait, c'est aussi de créer du lien avec son enfant, de faire le bain. Je sais que moi, par exemple, le bain, c'était quelque chose qui était compliqué pour moi. Parce qu'on l'avait fait à la maternité, mais ça s'était très très mal passé. Et on l'avait fait un peu à la maison, mais j'étais pas à l'aise, quoi. Donc c'est vrai que là, je lui donnais le bain à Thomas. Et j'avais des professionnels à côté de moi pour m'aider, pour me donner du soutien, tout ça. Donc c'est vrai que il y avait ce côté-là aussi qui était aidant. Comme un de mes amis m'a dit, un stage de mini-maman, pour, te donner un peu les clés pour s'occuper de son enfant, quoi. Parce que, sur la fin, en février, tout ça, j'avais du mal à m'occuper de Thomas parce que j'allais pas bien et je voulais pas lui donner, mon mal-être. Mmh. Parce qu'on dit tout le temps que les enfants, ils ressentent tout, tout ça et je voulais qu'il soit un enfant, content, quoi. Ce qui met une certaine pression, d'ailleurs. Oui, Quand on entend ce type de phrase, bah, il y a certainement une part de vérité, dedans, mais en même temps, c'est je trouve assez culpabilisant, pour les mamans ou pour les parents, au oui, sens large. oui, oui, oui et il y a beaucoup d'injonctions qu'on se prend, par tout le monde, qui aident pas, en fait, hein. Mmh. Et est-ce qu'il y avait des groupes de parole entre mamans, dans cette unité-là? Est-ce que, Non, le lien, avec d'autres personnes qui vivent, soit des situations similaires, soit même un peu différentes, mais qui sont au sein de la même unité, c'est quelque chose, qui toi, t'a aidé? on parlait avec les autres mamans, mais on nous avait dit de pas trop parler de notre pathologie. C'était un peu le mot d'ordre, donc on savait pas trop pourquoi les autres étaient là. Certaines le divulguaient, d'autres le divulguaient pas, mais c'était un peu, je dirais pas tabou, mais voilà, c'était un peu le mot d'ordre de la chef de service. C'était qu'on divulgue pas, notre pathologie et aussi, nos prises de médicaments. Pour pas qu'on se compare, je pense. Pour pas qu'on se dise: «Mais attends, elle, elle a ça, moi j'ai ça, pourquoi elle, elle prend ça, pourquoi moi je prends ça?» Je pense que c'était une façon un peu de nous protéger, les unes et les autres, mais on échangeait. Il y avait une psychomotricienne qui venait une fois par semaine, il y avait des puéricultrices. Il y avait quand même, beaucoup de monde pour s'occuper de 6 personnes, quoi. Mmh mh. On était quand même coucounés, prises en charge, et ce qui était bien, c'est que la nuit, il y avait une équipe de nuit qui s'occupait des bébés. Donc on nous réveillait pas. Donc on pouvait vraiment, faire des vraies nuits, et se reposer, quoi. Et du coup, après 2 mois, tu t'es sentie mieux et en capacité du coup de revenir finalement, dans le monde, extérieur? Bah, au bout de 2 mois, j'étais mieux. Déjà, je dormais. Pourquoi je n'arrivais pas à dormir aussi? Parce que j'avais beaucoup de crises d'angoisse avant, l'hospitalisation, donc ça aidait pas à dormir. Donc là, j'avais plus de crise d'angoisse, c'était bien. Mais j'étais sous médicaments, donc en fait, les médicaments ont fait vraiment effet sur moi et je préconise à tout le monde, faut pas avoir peur des médicaments dans le sens où, ça aide vraiment. Je pense que je m'en serais pas sortie, sans.
Parce que du coup, j'avais essayé, pendant les 3 mois avant l'hospitalisation, la sophrologie, j'avais essayé, la naturopathie, j'avais essayé plein de médecines douces. J'avais la psychologue aussi, mais enfin voilà, sans les médicaments, j'aurais pas réussi à m'en sortir, quoi. Et donc en sortant, j'ai été, pris en hôpital de jour, donc on m'a pas laissé, sortir, comme ça, T'es pas rentrée directement chez toi? Si, je suis entrée chez moi, mais j'allais en fait, 3 fois par semaine dans un enfin, ils appellent ça un hôpital de jour, mais c'était en fait une maison en ville où en fait tu avais, aussi des puéricultrices et des infirmières et tout ça. Et là, je passais la journée D'accord. et le soir, je rentrais chez moi. Donc j'avais ça qui était mis en place. J'avais une psychiatre, donc j'ai commencé à avoir une psychiatre en ville. Et j'avais, un centre, ce qui s'appelle le centre du tout petit, qui est une structure qui permet de travailler sur le lien mère-enfant. Ce qu'ils disent, c'est que ton lien, il est quand même transformé Mmh. par, tout ce que tu peux vivre et donc du coup, il faut le travailler, quoi. Mmh. J'ai été suivie par tout ce panel où, j'allais donc, 3 fois par semaine, où là, il y avait des ateliers d'écriture, il y avait des ateliers chant, des ateliers jeux aussi, jeux et éveil, jeux sensoriels. C'était vraiment travailler le lien mère-enfant Mmh. et avec, ma psychiatre de ville, bah, on parlait, Donc c'était très et complémentaire finalement. ouais, exactement. C'était un bon moyen de faire un après. Mmh. Dans le sens où, fallait pas qu'on me laisse toute seule après l'hospitalisation. C'est pas suffisant 8 semaines en fait, Mmh. c'est très court. Oui, ça aurait été trop brutal en fait Mouais, finalement. Il faut que ce soit, un accompagnement, plutôt long sur la durée. C'est un chemin que tu étais en train exactement, de vivre, donc il faut prendre le temps aussi d'y aller, pas à pas, petit à petit sur ce chemin-là. exactement. Donc j'ai fait ça jusqu'en octobre de l'année dernière et maintenant je vois juste ma psychiatre en ville. J'ai arrêté les antidépresseurs en mars dernier. Donc j'aurais eu les antidépresseurs pendant 1 an à peu près. Et j'ai repris le travail en septembre dernier. J'étais à 50 au début, puis à 80 et là, je viens de reprendre à 100 en septembre. Franchement bravo Lila, tu peux être fière de toi. C'est C'est un gentil. sacré chemin que tu as parcouru, là, avec Ouais. beaucoup d'embûches, Mmh. mais tu as jamais, baissé les bras et ces obstacles, voilà, tu les as sautés. Ouais. Bah, ce qui m'a donné beaucoup de force, c'est Thomas aussi. Tu as envie d'être là pour lui, quoi. Tu as envie d'être la meilleure maman, possible et Mmh. imaginable. Là, en te racontant, tout ça, c'est vrai que je me rendais pas compte tout ce que j'ai traversé. Parce qu'on le vit, mais de le raconter, c'est vrai que et puis de voir aussi l'évolution, tout ça, le parcours, quoi. Mais ce que je peux dire, c'est que, faut être dans la mesure du possible bien entouré et je l'étais. J'ai eu beaucoup de soutien de ma famille, de mon mari, d'amis aussi. D'être bien entouré, ça joue aussi, beaucoup. Parce que ce qu'on ne dit pas assez, c'est quand même le postpartum. Même si j'étais bien entourée, je me suis sentie seule dans ce que je traversais. Parce qu'on est dans des sociétés où, on est seul en fait, avec son bébé. Il y a pas les tantes, les cousines, en plus, bon, moi j'ai que mes parents en France, donc j'ai pas, les cousins, les cousines, qui peuvent, potentiellement passer, donner un peu de joie et de renfort en fait, c'est pas évident. Non, c'est une période auquel on s'attend pas. Le postpartum, c'est vrai que, ben, très souvent, en fait, on est seul à la maison, avec son bébé. Donc, finalement, on n'a jamais autant de temps. Mais ce temps, il est tellement morcelé et puis c'est un temps, où on est très dépendant aussi de notre bébé. Donc, en fait, on n'aménage pas le temps comme on veut. Donc, les journées passent vite et finalement, eh ben, on n'a pas eu tant de temps ou voire zéro temps. Je sais que j'ai eu la même, expérience, et pas mal de déceptions liées à mon 1er postpartum où, ben, on n'a pas de temps pour nous. Et ça, on n'y est pas préparé. Je pense qu'on nous le dit pas suffisamment. Après, je pense aussi qu'il faut l'expérimenter pour vraiment se rendre compte à quel point ça peut être difficile. Mais moi, je sais que, voilà, j'aurais aimé qu'on me dise que cette période-là où, bah, j'avais prévu une to-do list,
assez Ah oui, longue, carrément. mais avec des choses assez basiques comme prendre un cours de couture. Et en fait, je suis restée en Ah congé oui. mat pendant 6 mois. Et même un cours Mmh. de couture, j'ai pas réussi. Les 6 premiers mois, c'est le plus dur, hein. Je me souviens, j'étais allée à une soirée, Thomas avait 7 semaines et tout le monde était là: «Ah, c'est la meilleure période» et j'étais là et dans ma tête, je me disais: «Mais comment ils peuvent me dire ça? C'est la pire période» et même encore aujourd'hui, même si, aujourd'hui ça c'est challenge et tout ça, c'est quand même plus facile de gérer Thomas, et moi je me souviens de l'entendre pleurer, c'était dur. L'entendre pleurer toutes les 3 heures, tout ça, c'était, et ce 3 heures, quoi. Toutes les 3 heures, fallait lui donner un biberon et je me souviens, je suis pas quelqu'un de très, routinier. Donc c'était hyper dur pour moi d'être dans cette nouvelle routine qui était pas la mienne en plus et de devoir s'adapter en fait, tout simplement et de devoir, se caler sur les besoins de quelqu'un d'autre Et ça, c'est un et apprentissage, en fait. ouais. Je pense que certaines trouvent la clé directement, d'autres Mmh. non. Et quand c'est non, en fait, c'est difficile, mais ce qui est bien aussi, je pense, pour celles qui nous écouteront, c'est de se dire qu'en fait, c'est une phase. Alors la phase, elle peut durer plus ou moins longtemps, mais à un moment donné, ben, on va progresser, on va avancer sur ce chemin-là. Et c'est vrai que ça demande beaucoup de questionnements, un peu de remise en question et de flexibilité. Et ça, c'est pas facile. Non, non, c'est clair. Si tu pouvais un petit peu revenir en arrière et te parler à ton toi qui va bientôt accoucher de Thomas, qu'est-ce que tu te dirais? Tu vois, avec toute l'expérience là maintenant que tu as acquise, avec le recul, tu te dirais quoi? Avec le recul, petite anecdote, quand j'ai accouché de Thomas, j'étais pas encore enfin, j'aurais dû être techniquement en congé mat, mais je l'étais pas parce que j'avais repoussé mon congé mat de 3 semaines et tout le monde me disait: «Mais Lila, fais pas ça, prends ton congé mat», tout ça et j'étais: «Ah non, 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 mais je peux pas, j'ai pas de garde après, il faut que je garde mes 3 semaines pour après», tout ça. Et en fait, j'étais crevée. Avant la naissance de Thomas, j'étais déjà crevée parce que je bossais, ce que je dirais, c'est, de prendre du temps pour toi avant et aussi peut-être plus m'informer sur le après. Je sais pas si je l'aurais pu le faire pendant mes 6 semaines, s'il n'était pas arrivé plus tôt. Je sais pas si, j'aurais eu peut-être, un cours de sage-femme ou même écouter un podcast ou je sais pas, ou lire, un bouquin. Je sais pas si j'aurais eu le temps, mais c'est clair que si jamais il y a un deuxième, je me renseignerai plus sur le après. Surtout pour une première grossesse, on est vachement intéressé par toute l'évolution, de semaine en semaine, de la taille du bébé, tout ça et quand on y pense, c'est une partie très courte de l'enfant et même, l'accouchement, je sais que j'avais fait, 10 000 cours, de préparation à l'accouchement et j'étais super, prête pour l'accouchement, j'ai super bien géré mes contractions, tout ça, donc j'étais prête pour l'accouchement, mais j'étais pas prête pour le postpartum, quoi. Tout ce qui est physiologique, tout ce qui est, je m'attendais pas à avoir autant mal, quoi. Pour me remettre, j'avais mal au dos, enfin j'avais mal et je me souviens, j'arrivais pas à aller dans ma baignoire, fallait que quelqu'un m'aide. Donc je m'attendais pas à ce que ça soit aussi, un impact sur mon corps, Mmh. aussi, intense, quoi. Parce que j'étais quand même quelqu'un d'assez active, j'ai fait du sport pendant ma grossesse, enfin, je me disais: «Oui, ça va être dur». Une de mes copines, elle m'a dit: «Oui, c'est comme si un camion t'avait écrasé» C'est un et c'est pas loin. c'est un peu violent comme image quand même là. Ouais, mais je trouve que c'est, C'était ton ressenti en tout cas à ce ouais, moment-là? c'était mon ressenti Mmh. clairement, c'était comme si j'avais pris un camion qui m'avait écrasée et que j'essayais de me remettre, quoi. Mmh. Mais je pense que, aussi tous mes ressentis peut-être étaient exacerbés par la maladie. J'espère s'il y a une deuxième grossesse que j'aurai pas, cette dépression et que je pourrai profiter, de ces moments-là aussi, parce que, enfin, on me dit que c'est trop bien de pouponner et d'avoir un petit bébé et j'espère que j'aurai une deuxième expérience un peu plus positive cette fois-ci que ma première, quoi. Je te le souhaite aussi.
C'est gentil. On arrive quasiment à la fin de notre échange, Lila. J'ai juste une dernière question. S'il y avait un message que tu voudrais vraiment avoir fait passer aujourd'hui, qu'est-ce que ce serait? C'est vraiment ce que je disais, tout à l'heure. Si vous êtes, pas bien, parce que je sais que les femmes, ont tendance à prendre beaucoup sur elles et à pas dire, quand elles vont pas bien, c'est de parler, de trouver les ressources. Alors je sais que c'est pas évident, qu'on est, dans une pénurie de médecins et encore plus de psychiatres. Les ressources, pour pouvoir aller mieux, quoi. C'est de pas s'enfermer dans le silence et vraiment, vraiment de parler et de s'ouvrir et de sonner la sirène d'alarme, avant, de faire quelque chose, qu'on regrette, quoi. Mmh. Donc moi ça a pas été mon cas, mais voilà, il y a des cas de dépression postpartum où il y a des suicides, où il y a des atteintes, de danger pour l'enfant, tout ça, donc ça peut aller très loin, quoi. Il faut parler, il faut s'ouvrir et il faut chercher de l'aide. C'est un beau message, Lila, c'est un très beau message d'espoir aussi parce que, voilà, on est plusieurs à vivre, des moments pas faciles, dépression postpartum ou d'autres et donc du coup, c'est important de pas rester seul, enfermé là-dedans. C'est pas facile de pouvoir, s'exprimer mais comme tu l'as dit, c'est plus que nécessaire. Donc merci beaucoup, Lila, de nous avoir partagé, ton expérience aujourd'hui. J'ai appris énormément de choses. Je sais que ça t'a demandé beaucoup de courage pour venir, échanger sur, ce sujet très intime, donc 1000 fois merci. Je te dis à très bientôt. À bientôt Alicia, merci encore. Bye. Un immense merci à Lila pour son témoignage si sincère et plein de courage. Je repars de cet échange émouvant avec un message en particulier. Il est essentiel de parler et de chercher du soutien dans les moments difficiles, même si ce n'est pas évident. Ensemble, nous sommes plus fortes. Ensemble, continuons à briser les tabous et créons un espace de bienveillance pour toutes les mères. Je vous dis à dans 15 jours pour un nouvel épisode d'Insubmersible. Et d'ici là, prenez bien soin de vous.